Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue en ce vendredi pour une heure 100% Alsace, 100% actualité régionale et on recevra dans quelques instants Sylvain Waserman, député et vice-président de l'Assemblée nationale sur ce plateau. Puis il y aura un petit air de vacances. Et oui, ce soir, on vous amène tout simplement en week-end en Écosse, à Édimbourg. Et Célia, ce soir, s'intéressera aux soirées que vous pourriez faire avec nous par le concours d'Alsace 20. Et ça sera notamment Arnaud de sa mère à découvrir. Avant cela, c'est le JT, Camille Roland. Bonsoir, au sommaire de l'actualité, ce soir, la Maison des Compagnons du Devoir de Strasbourg ouvre ses portes tout le week-end. Dans le Rhin, le gaming est à l'honneur. À l'occasion du grand show d'e-sport à Colmar, visitez l'unique parc de loisirs connecté de France, l'Experience Park. Et puis, l'étoile montante du rock français Radio Elvis est de retour sur la scène strasbourgeoise. Mais pour commencer, des lycéens venus du bout du monde en visite au Parlement européen à Strasbourg. Originaires de Saint-Pierre-et-Miquelon, ils sont 23 à avoir parcouru 4000 km pour représenter la France à Euroscola. Plusieurs fois par an, l'hémicycle ouvre ses portes à des centaines de jeunes issus des 28 États membres de l'Union européenne. Le temps d'une journée, ils troquent les bancs de l'école pour les fauteuils du Parlement. Ateliers, débats sur des sujets d'actualité et votes, ils se mettent dans la peau d'un eurodéputé. Le but, participer aux travaux d'une institution européenne et comprendre le rôle de l'Europe. Journée portes ouvertes aujourd'hui et jusqu'à dimanche chez les Compagnons du Devoir. Pour l'occasion, la Maison de Strasbourg a ouvert ses portes aux collégiens, lycéens et étudiants en quête d'orientation. Ateliers et salles de classe, les jeunes compagnons étaient en pleine démonstration. Le but, recruter et montrer le vrai visage des métiers du bâtiment, de la bouche et de l'industrie. Cécile Motz est allée à leur rencontre. Maçons, plombiers, menuisiers, jardiniers, paysagistes, ils sont tous réunis au même endroit. Les Compagnons du Devoir proposent 31 formations dans 6 filières différentes. Le principe de cette filière d'excellence, c'est l'alternance, CAP ou Bac Pro. Ils sont environ 400 à se former à Strasbourg cette année. Surtout axés sur le bâtiment ou les métiers du goût, leur maison à Strasbourg ouvre ses portes au grand public. L'objectif, redorer l'image de ces métiers manuels. Donc c'est vrai qu'on essaye de faire un gros travail là-dessus, sur l'image du métier, sur qu'est-ce que ça peut apporter, les perspectives d'avenir, voilà, les conditions de travail, parce que tout évolue. Voilà, aujourd'hui on est en 2019 et le maçon qui a pas de pays ou qui n'a pas de matériel de manutention ou quoi que ce soit pour l'aider, ça n'existe plus, ça, ou quasiment plus. Voilà, les métiers évoluent, la pénibilité au travail, je ne veux pas dire qu'elle n'existe plus, parce que ça reste quand même des métiers physiques, mais elle est moindre. Et après, en termes de perspective d'avenir, oui, il y a vraiment moyen d'évoluer rapidement et qualitativement, on va dire. Ce responsable compagnon met un point d'honneur à développer ses partenariats avec les entreprises de la région. Chaque élève passe 6 semaines en entreprise contre 2 seulement en cours. Un emploi du temps qui a séduit Evan. Depuis un an, il fait partie des 190 résidents de la maison de Strasbourg. Ce qu'il souhaite, c'est devenir couvreur. J'avais fait les portes ouvertes et je trouve ça un métier qui m'a beaucoup plu. Être à l'air libre toute l'année et faire quelque chose de mes propres mains, surtout ça qui m'a attiré. Ce métier, on couvre tous les bâtiments pour l'étanchéité, pour faire que l'eau ne s'infiltre pas dans les maisons. Et on pose plein de matériaux différents, du métal, de l'ardoise, de la tuile. On est polyvalent un peu partout et ça c'est génial. À 16 ans, ce jeune homme originaire de Saint-Louis travaille dans une entreprise à Elkirch et il en est conscient, être couvreur, c'est un peu être sportif. Ne pas avoir peur de la hauteur et avoir de la bonne condition physique pour, par exemple, un collègue nous lance de la tuile, on doit la réceptionner ou des fois la lancer, ou peu importe, porter des charges, etc. Et se balader sur un toit, avoir beaucoup d'équilibre.
Parce qu'on a une charge et qu'on se balade sur les lattes, faut tenir l'équilibre. Avec les formateurs, c'est un réel partage. Du côté découvreur, c'est Flavien qui donne les consignes. Compagnon depuis 15 ans, il a fait le tour de France des maisons des compagnons pour se former. Dans sa classe de première année, ils sont seulement 22 à apprendre ce métier. Un métier donc qui ne séduit pas aussi bien que les autres. On l'oublie un peu par rapport à celui de charpentier. Quand on pense à la toiture, on pense d'abord au bois, parce que c'est un métier beaucoup plus noble. On oublie un peu les caractéristiques du métier de couvreur, qui est quand même un métier très très large, ce qu'on pourrait penser. C'est pas juste poser de la tuile, emboîter de la tuile, il y a toute une finesse derrière de matériaux différents, c'est vraiment très très large. Je fais pas mal de visites d'entreprises pour voir un peu comment ça se passe chez mes jeunes là, dans leurs entreprises. Et c'est vrai que les patrons, le refrain est toujours le même, on trouve personne, il n'y a personne de qualifié, personne ne veut faire ce métier. C'est vrai qu'il y a une demande en France qui est énorme, on cherche plus de 3000 à 4000 couvreurs et on ne trouve pas quoi. A contrario, les métiers de la bouche ont de plus en plus d'adeptes. En boulangerie-pâtisserie, ils sont environ 150 à suivre la formation. Actuellement, on a un petit peu le vent en poupe en fait, parce qu'il y a beaucoup d'émissions télé qui ressortent aussi. Donc ça intéresse beaucoup de jeunes et beaucoup de monde qui débutent dans notre profession. Alors c'est un corps de métier qui a vraiment beaucoup évolué, parce qu'on a intégré aussi le métier de fromager et le métier de boulanger et de vigneron au sein des compagnons. Donc c'est des tout jeunes métiers qui vont aussi apporter leur pierre à l'édifice les prochaines années et qui pour l'instant sont soutenus par le métier de boulanger-pâtissier. Différents corps de métier, différents profils, les jeunes étaient au rendez-vous. Ces Strasbourgeois en quête d'orientation sont venus découvrir des métiers et voir concrètement ce dont il était question. J'aime bien tout ce qui est manuel, après s'il y a quelque chose qui vraiment me branche, pourquoi pas. Je préfère le travail manuel que théorique, donc voilà. Et je voulais savoir quels travaux il y a ici. Découvrir. Plâtrier, pourquoi pas, mais je pense pas être assez douée manuellement pour ça. Et sinon, peintre, c'est vraiment magnifique aussi, tout ce qui dessine sur les murs, on a vu un peu partout là. J'aimerais vraiment me réorienter, et donc j'explore toutes les pistes possibles et différentes, pourquoi pas charpentier, parce que mon père avait une menuiserie et une scierie, donc je suis un peu né dans le domaine du bois, donc pourquoi pas continuer. J'ai pris un rendez-vous pour un entretien, pour voir si je suis admissible ou pas. Trouver sa voie ou changer de profession, les compagnons du devoir présentent leur métier sous forme d'atelier, et cela tout le week-end. À vos PC, manettes et outils de gamer. Le parc des expositions de Colmar accueille ce week-end le plus grand show d'e-sport jamais organisé en Alsace. L'occasion de découvrir un parc de loisirs connecté qui a ouvert il y a un mois à Wittenheim, le Experience Park. Le complexe propose un mélange de sport traditionnel et de jeux vidéo. Immersion avec Marenzis. Ah, purée, j'ai essayé de l'éviter, j'ai pas réussi. Vous n'avez sans doute encore jamais vu ça. C'est normal, c'est une première en France. Le jeu se nomme Experience Battle. Dans les jeux classiques, on se passe généralement une balle. Ici, on s'envoie des boules de feu. Le principe, toucher le plus grand nombre de fois son adversaire, tout en évitant ses projectiles. C'est tout simplement de la réalité augmentée. Donc on a un casque qui nous permet de voir la vraie vie, donc tout ce qui nous entoure. Et on a finalement de l'incrément de personnages et d'objets avec lesquels on va pouvoir évoluer en interaction. On est vraiment sur un aspect où on va se servir de la partie virtuelle, la partie connectée, et on va la mettre au service du sport pour faire jouer les gens, les faire bouger et les challenger justement tout en s'amusant et avec justement l'aspect physique, l'aspect compétition qui rentre en jeu. Le concept vient tout droit du Japon. Il sera présenté ce week-end lors de la première édition du Colmar eSport Show, une compétition de e-sport qui réunira des joueurs de jeux vidéo. C'est d'ailleurs l'heure des derniers préparatifs au parc des expositions de Colmar. On va dire qu'on va accueillir 550 joueurs donc en LAN, ce que vous voyez ici derrière moi. Donc en LAN, c'est-à-dire que les gens jouent entre eux sur 3 jeux différents, donc League of Legends, Counter-Strike et Fortnite, donc le jeu du moment. On aura aussi des compétitions consoles sur différents jeux, donc comme Tekken 7, Super Smash, Mario Kart 8 Deluxe. Ici, ce qu'on va proposer de particulier, notamment, c'est une partie show, où là, on va pouvoir voir 2 grosses équipes s'affronter, notamment lors des finales. C'est vraiment un show spectaculaire qui est digne des plus gros concerts que vous pouvez voir aussi à la Foire aux Vins.
Le e-sport show débute dès demain 10h et réunira amateurs et passionnés du gaming tout le week-end. Le groupe de rock Radio Elvis était sur la scène de la laiterie hier soir. Venu interpréter Ces garçons-là, titre de leur dernier album sorti en novembre dernier. Ces garçons-là, justement, se sont formés sur la scène parisienne il y a 5 ans. Et aujourd'hui, ils débutent leur seconde tournée, rencontre avec Cécile Motz. Ces garçons-là, voilà le nom de leur deuxième album. Et ces garçons, ce sont Pierre Guénard, Manu Ralambo et Colin Russeil. À eux trois, ils ont formé le groupe Radio Elvis. Après une première scène en 2013, mais aussi leur premier prix aux Victoires de la musique en 2017, ils étaient hier sur la scène de la laiterie et ont aujourd'hui une réelle identité. On est devenu un groupe en faisant des concerts en fait, donc sur ces 250 dates de la première tournée. C'est beaucoup, on a eu le temps de se trouver quand même. Et puis et on a écouté beaucoup de musique dans le camion, chacun de son côté. Et finalement, on s'est retrouvé des influences communes qu'on avait hâte de mettre dans un deuxième album. Au début, on ne savait pas trop si on était un groupe de chansons, un groupe de pop, de rock. La tournée nous a montré qu'on était finalement un groupe de rock sur scène, parce qu'on est dans une énergie très live et assez forte. Et en album, c'est un peu plus complexe que ça. Je pense qu'il ne faut pas trop séparer les choses. On est un peu pop, un peu rock, un peu chanson. Enfin, c'est très électrique et c'est en français. Et cette identité se retrouve dans ce deuxième album. Les rôles sont mélangés. Le guitariste CC au piano, le bassiste également. Après un an entre composition et enregistrement, dans cet album, c'est leur histoire qu'ils racontent. Ce deuxième album, il parle un peu de solitude, forcément. Il y a aussi des chansons d'amour. Mais surtout, ce qu'on a voulu dans ce deuxième album, c'était montrer un peu qui nous sommes dans la vie, ce qu'on a vécu sur les 2 ans et demi de tournée qui ont précédé ce deuxième album. Et voilà, donc ça se ressent dans les textes. Il y a quelque chose qui est assez ancré dans le réel. Et puis dans la musique aussi, il y a quelque chose de très flamboyant dans notre disque. En fait, les paroles sont souvent un peu sombres. Et la musique est là pour apporter la lumière. Après La Rochelle et Niort, ils étaient pour la seconde fois sur la scène strasbourgeoise. Leur chemin ne s'arrêtera pas là puisque d'autres villes et d'autres salles de concert vont suivre. La tournée continue pour eux le 26 janvier dans le Pas-de-Calais, à Wagny. Place à l'image du jour d'Oliviane. Ce sera jeudi prochain sur ce plateau. La chaîne Public Sénat délocalise sa matinale à Strasbourg sur le plateau d'Alsace 20. Et l'invité politique de Cyril Viguier sera Laurent Wauquiez. Le président des Républicains lancera sur notre plateau sa campagne des Européennes. Attention, la matinale de Public Sénat débute à 7h30 et sera également retransmise sur Alsace 20. Voilà, ce sera un partenariat, vous l'avez bien compris, ce jeudi matin à partir de 7h30 avec notamment Laurent Wauquiez. Et ce sera avec Public Sénat. Merci Camille pour ce JT. On accueille l'équipe Alsace 20. Venez, Emmanuel Monod, Célia qui nous accueille, qui nous raccompagne et Sylvain Wazerman. Merci d'être avec nous, vice-président de l'Assemblée nationale, député du Bas-Rhin. On a beaucoup de choses à se dire dans quelques instants. On va juste regarder, comme vous êtes en week-end en Alsace chez vous, on va regarder le temps. C'est parti. Des châteaux de la Loire au delta du Mékong, idées week-end ou voyage au long cours, vos vacances au fil de l'eau partout dans le monde avec Croisière Europe. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. C'est un début de week-end mitigé. La matinée sera sous les nuages si vous êtes près de Kiel ou Fribourg, partout ailleurs. Éclaircies et passages nuageux. Les valeurs matinales, attention, c'est la dégringolade. Moins 4 degrés à Fribourg, moins 3 degrés sur l'ensemble du Bas-Rhin, moins 1 dans le Haut-Rhin et moins 2 degrés si vous êtes à Pratteln ou encore Kiel, ainsi que Karlsruhe. L'après-midi, eh bien, beaucoup plus de soleil cette fois-ci en Alsace et chez nos voisins suisses. Du côté allemand, quelques nuages, mais beaucoup plus de soleil. Les températures, ça grimpera pas beaucoup. 2 degrés seulement si vous êtes à Fribourg et Wissembourg, partout ailleurs, 3 degrés. Votre dimanche, eh bien, ce sera sous les nuages et les valeurs iront seulement jusqu'à 2 degrés, notamment dans le Haut-Rhin. En ce samedi, nous célébrons les Marius. Bonne fête à tous. Le soleil se lèvera à 8h13 pour nous dire au revoir à 17h06. Je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20. Vous retrouvez Célia. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Vos vacances
vacances au fil de l'eau avec CroisiEurope. Croisière fluviale et maritime au départ d'Alsace et jusqu'au bout du monde. Et le vice-président de l'Assemblée nationale, Sylvain Waserman, est sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Vous êtes aussi député MoDem, La République En Marche. On va parler bien sûr de l'actualité politique, à commencer par ce 22 janvier, début de semaine. Angela Merkel et Emmanuel Macron vont signer un nouveau traité de l'Élysée. Ça se passera à Aix-la-Chapelle, qui scelle évidemment l'amitié franco-allemande, mais qui est un petit peu différent de celui qu'on connaissait. À quoi s'attendre? Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau, Sylvain Waserman? Alors ce traité, c'est un moment très important. Ça fait 55 ans qu'on avait le traité de l'Élysée. Le 22 janvier dernier, il a été décidé de retravailler ce traité pour lui donner une impulsion nouvelle, parce que la conviction, c'est que, vu l'état de l'Europe aujourd'hui, la France et l'Allemagne ont une responsabilité particulière. Et leur amitié, peut-être, est aussi importante que lorsque l'Europe et le projet européen est né. Ce qu'il y aura de nouveau très concrètement, alors 2 axes sur lesquels j'ai particulièrement travaillé, le transfrontalier, on aura l'occasion d'y revenir avec des choses très concrètes pour les régions transfrontalières qui concernent évidemment l'Alsace, ainsi que l'espace économique harmonisé entre les 2 pays et plus de coopération et de coordination entre nos 2 pays pour peser plus au niveau européen. Sur justement le rapport transfrontalier que vous aviez rendu, c'était une de vos missions, ça se passait en mai-juin de cette année. Des propositions que vous avez faites ont été conservées, ont été gardées? Oui, alors sur les 6 propositions, il y en a 4 qui sont dans le traité, donc j'en suis très heureux parce que quand un parlementaire fait un rapport, il se demande toujours si ça va caler les bureaux ou si ça va être lu. Donc j'en suis très heureux parce qu'il y a des points importants. Par exemple, la possibilité, vous savez, il y a beaucoup d'irritants. C'est-à-dire la différence entre les 2 droits crée des situations un peu irritantes pour les habitants frontaliers d'un côté ou de l'autre. Les exemples sont multiples. Ça va du fleuriste à Kehl, quand il livre son bouquet de fleurs de l'autre côté du pont, il est obligé de rentrer dans le système d'information des travailleurs détachés, comme une entreprise bulgare qui irait travailler à Brest. Alors qu'il y a 3 km, quoi. Alors qu'il y a 3 km. Pareil sur l'accès aux soins, qui est une vraie problématique pour les citoyens quand vous allez vous faire soigner de l'autre côté du Rhin. Donc tous ces sujets-là trouvent des réponses, en tout cas on construit des réponses, notamment sur les thématiques de la possibilité de déroger au droit national pour mettre en équivalence et harmoniser les 2 droits français et allemands, en l'occurrence dans les zones frontalières. Voilà, ça c'est une vraie nouveauté. C'est une vraie nouveauté. Alors c'est un exemple, il y en a beaucoup. Peut-être une autre importante, l'harmonisation de l'environnement réglementaire des entreprises pour nos PME, pour qu'une entreprise française ou allemande ait moins de barrières, j'ai envie de dire, lorsqu'elle décide d'investir. C'est ce que les entreprises françaises dénoncent très régulièrement, de dire les normes ne sont pas les mêmes. Absolument. Et l'idée sous-jacente, c'est quoi? C'est d'essayer de créer alors le traité dit même un espace économique harmonisé, franco-allemand harmonisé, pour harmoniser les législations qui impactent la vie quotidienne de nos PME. On entend beaucoup parler de cette assemblée franco-allemande qui va se créer, qui sera composée d'une 50aine de députés français, 50 députés allemands. Quelle est la finalité finalement de cette assemblée? C'est unique d'avoir 2 pays qui créent une assemblée. Effectivement, c'est une aventure nouvelle. Il y a 18 députés qui ont été nommés, 9 français dont je fais partie, 9 allemands, qui ont travaillé pendant 1 an pour proposer en fait que cette assemblée parlementaire franco-allemande soit l'outil concret pour faire converger nos 2 droits. Par exemple, les directives européennes. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est quasiment par accident quand la France et l'Allemagne transposent de la même façon une directive. C'est pour ça que les vignettes sur la qualité de l'air vont être différentes. Enfin, les exemples se multiplient à l'infini. L'idée, c'est que par défaut... Ce qui ne fait pas très européen, tout cela. L'idée, c'est que par défaut, on transpose la France et l'Allemagne de la même façon, et par exception, on prenne notre liberté quand il y a des spécificités. Et cet exemple-là est important, parce que l'Assemblée parlementaire franco-allemande, ce sera l'outil concret pour mettre en œuvre une réelle convergence entre nos 2 modèles. Est-ce que ça ne rentre pas un peu en concurrence avec le Parlement européen, du coup? Alors je pense que ça réaffirme le fait que les parlements nationaux ne se sont pas suffisamment impliqués sur les thématiques européennes. Et on a souvent eu 2 univers. Et d'ailleurs, les liens entre les députés français au Parlement européen et les députés français au Parlement national ne sont pas assez forts. On doit jouer pleinement notre rôle sur l'échelon européen. Et aujourd'hui, encore une fois, cette amitié franco-allemande, elle a une responsabilité particulière. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire, jouer pleinement notre rôle au travers notamment de cette assemblée parlementaire. Ça sera quand, création de cette assemblée? Alors, elle sera créée au premier trimestre. Elle a passé toutes les étapes, la validation des bureaux de l'Assemblée nationale du Bundestag, des groupes politiques. Tous les groupes politiques sont unanimes, mis à part les extrêmes. Et elle sera, la première réunion aura lieu dans le premier semestre de l'année 2019. Voilà, et dans le cahier des charges, évidemment, adopter davantage de décisions de manière simultanée, concertée et en termes identiques.
c'est ce que Absolument. vous disiez, ça sera vraiment à faire. En 2017, dans un livre que vous aviez écrit, on en avait parlé sur ce plateau, vous écriviez « Beaucoup de gens considèrent que la démocratie ne les concerne pas ». Vous comprenez que je vous amène sur le terrain des gilets jaunes actuellement qui disent que la démocratie ne les concerne pas, qui ne veulent pas de leader. Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui de notre démocratie, ce qui se passe avec les gilets jaunes ? Effectivement, ce que j'écrivais, c'est qu'il y a une véritable ubérisation de la politique, c'est-à-dire la volonté des citoyens d'avoir directement un accès direct, un circuit court avec la décision publique. Donc il n'y a plus l'espèce de couche d'intermédiaire des élus qui seraient élus et décideraient tout seuls. Donc dans cette expression citoyenne des Gilets jaunes, c'est le point positif. La volonté de s'impliquer directement sur les décisions, sur l'élaboration des lois, sur les choix qu'on fait. S'engager. Après, la question, c'est comment traduire cet engagement dans des propositions. Et c'est l'enjeu du grand débat dont on parle aujourd'hui. À l'époque, je parlais de co-construction. Et si on réussit le grand débat, c'est bien ça l'enjeu. C'est d'essayer de co-construire nos politiques publiques, notre feuille de route, même peut-être un nouveau contrat de société sur ce qu'on est prêt à apporter pour son pays et ce qu'on attend de son pays. Donc cette espèce de contrat de société qui crée un équilibre dans notre société, c'est ça l'enjeu du grand débat qui se lance aujourd'hui partout. Ceux qui ne croient plus à la démocratie vont-ils s'engager dans le grand débat ? C'est la question aussi. Bah écoutez, je parlais à l'époque précisément de la paresse démocratique, c'est-à-dire le sentiment de dire tout ça, ça tourne tout seul, il n'y a pas besoin. Aujourd'hui, chaque citoyen doit s'engager dans sa démocratie. Il faut investir de son temps, il faut investir de son énergie. Je prenais toujours l'exemple, vous savez, ici en Alsace, le référendum, c'était bien cet exemple-là. J'entendais des gens qui me disaient on n'est pas renseigné, on n'est pas informé. Mais en fait, si vous voulez choisir votre forfait de mobile téléphone, vous allez passer votre soirée sur Internet pour savoir lequel vous prendrez. Mais vous n'avez pas le réflexe de passer votre soirée pour savoir les candidats aux élections, d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, et forger votre opinion citoyenne. Donc c'est ça qu'on doit réussir. On doit remettre la démocratie en circuit court avec les citoyens. Plus de référendums, c'est quelque chose que vous preniez aussi. Est-ce que c'est la bonne solution d'interroger finalement les citoyens en leur demandant de choisir ? Je pense que sur les grands choix de société, oui, c'est prévu, peu utilisé, donc je pense que c'est un outil important. C'est un outil qui doit être utilisé à bon escient. Il serait absurde de demander est-ce que vous voulez plus d'impôts ou moins d'impôts par référendum. Donc il faut structurer cette logique d'interrogation. Pour moi, dans l'échelon, le référendum, c'est un peu le deuxième niveau. Vous pouvez informer les gens, vous pouvez les consulter formellement par un référendum, mais c'est des questions fermées. Vous pouvez aussi essayer d'avoir une démocratie participative, où vous pouvez vraiment essayer de co-construire les politiques publiques. Et c'est ça l'enjeu. Donc le référendum, c'est une étape, c'est pas l'étape ultime. La co-construction, essayer d'élaborer de construire avec nos politiques, avec les citoyens nos politiques publiques, c'est à mon sens ça, le nouvel enjeu démocratique auquel nous sommes confrontés. Donc ce sera peut-être des référendums après cette grande consultation populaire. On verra. En tout cas, je crois que si on réussit cet exercice, qui est un exercice inédit, jamais un exécutif ne s'est lancé à cette échelle dans un tel exercice de co-construction. Si on réussit cet exercice, on arrive peut-être à un nouveau contrat de société qu'il faudra valider d'une façon ou d'une autre. Et un dernier mot sur le vote blanc. Emmanuel Macron en avait parlé aussi dans sa campagne, en étant plutôt pour ce vote blanc. Vous l'évoquez également dans votre livre, vous allez même plus loin en disant Absolument. Voilà, on doit comptabiliser, je vais vous laisser le dire, il faut comptabiliser ce vote blanc. Tout à fait, la comptabilisation, depuis que je vote, je pense que c'est indispensable parce que c'est un moyen d'expression. Et en fait, je pense que si le vote blanc arrive majoritaire en premier, on devrait annuler l'élection et la réorganiser 3 mois plus tard, parce que c'est un message démocratique qui doit être entendu. Aucun des hommes politiques ou femmes politiques qui se sont présentés au suffrage n'ont su convaincre plus que le vote blanc. Donc ça veut dire que ça priverait la personne de pouvoir se présenter, ou elle pourrait se représenter 3 mois Alors après. ça, les théories peuvent s'affronter, mais l'idée, ce serait de dire, si la politique, les hommes politiques ou femmes politiques n'arrivent pas à convaincre et que c'est le vote blanc qui arrive en tête, il faut en prendre acte et probablement annuler cette élection, la réorganiser en laissant ou pas ceux qui étaient candidats la première fois se représenter, ça c'est autre chose, parce que c'est un droit constitutionnel de se présenter à une élection, donc le sujet est un peu compliqué. Mais en tout cas, de prendre acte du fait que le citoyen qui refuse ou qui veut s'exprimer n'a pas besoin d'aller sur les ronds-points, il peut le faire par un vote blanc qui aurait une force dans sa proposition de valeur démocratique. Qui voudrait dire quelque chose et qui serait comptabilisé. Signifierait quelque chose démocratiquement. Vous restez avec nous, Sylvain Waserman, on est ravis de vous accueillir. On va vous proposer de partir. Vous avez le temps encore de vous faire quelques petits week-ends de temps en temps ? Ça arrive, bien sûr, ça arrive. Ça arrive. Ben là, vous allez partir pas très loin, vous allez voir. C'est un air de vacances. Et
c'est bien sûr avec Emmanuel Monod. Là, c'est pas une petite semaine, 15 jours que vous nous proposez, c'est 2-3 jours. Allez, un petit week-end. Ça se passe du côté de Edinburgh. Exactement, parce qu'au départ d'Alsace, on a quand même des belles possibilités de partir en week-end. Alors cette semaine, je vous emmène dans la capitale écossaise, on part à Édimbourg. Vous connaissez comme capitale? Tout à fait. J'ai d'ailleurs fait la formule dont vous allez parler. Ah, génial. Faudra apporter de l'info si vous avez. Je vais m'appliquer. Alors, partons sur des images d'abord. Faites-nous rêver. Édimbourg. Édimbourg, alors patrimoine remarquable. La capitale offre des ambiances vraiment très variées. Notamment, vous avez la ville médiévale et la ville cosmopolite Newtown. Étudiante, conviviale, c'est vraiment une ville avec plein de pubs, de boutiques, gastronomie, bâtiments colorés, une ville souterraine. Bien sûr, ces châteaux médiévaux. Le château d'Édimbourg. Voilà, vous aurez vraiment un plaisir toute l'année à visiter cette belle capitale. Elle est remplie d'endroits bizarres, aguicheurs, qui nous promènent à chaque fois un peu plus loin, jusqu'à révéler, vous le voyez sur les images, des panoramas soudains, inattendus. C'est beau, oui. On voit toutes les maisons colorées. Il y a beaucoup de festivals. Là, c'est le... Voilà, mais je connais aussi cette ville pour avoir vu un match de foot sur le stade de foot et au-dessus quasiment de la ville. Ça surplombe un petit peu cela. C'est surprenant, voilà. C'est surprenant. Beaucoup de festivals aussi. Riche patrimoine. Riche patrimoine, bien sûr. Donc, Édimbourg est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle plaît bien sûr aux amateurs d'histoire et de beaux monuments. La vieille ville d'Édimbourg, c'est le quartier vraiment, le premier quartier qu'on va visiter. C'est la zone où les voyageurs veulent trouver un hôtel, une auberge de jeunesse. C'est vraiment le centre névralgique de la destination. Je ne peux pas vous dire le contraire. C'est vraiment le premier quartier à découvrir. Il y a de quoi passer une bonne semaine, mais bon, déjà en un week-end, vous aurez tout le loisir à découvrir cette belle ville. Les amoureux de la littérature aussi pourront s'y régaler, parce que de nombreux écrivains y ont trouvé leur inspiration. Il faut se perdre dans les rues. Il faut se perdre dans les rues. C'est vraiment une atmosphère très particulière. Très très belle ville. Voilà, on va boire des coups dans les pubs, on se balade, ambiance animée. C'est très animé, c'est plein de restaurants, petits restaurants, street food, beaucoup de bars ambiance, voilà. de musiciens dans les rues, c'est très agréable. Je veux y retourner. Qu'est-ce qui vaut le coup? Qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer? Alors, qu'est-ce qui vaut le coup? L'Arthur Seat. Alors, j'aurais beaucoup de choses à vous dire. On a parlé du château d'Édimbourg. Donc, Arthur Seat, bien sûr, il faut y aller. C'est le siège d'Arthur, une colline légendaire de 251 mètres d'altitude. Elle tient une place particulièrement importante dans les légendes locales, liée, bien sûr, au règne du roi Arthur. Elle offre une vue magnifique sur le château situé à environ 1,5 km. Et au sommet de la colline, vous parliez de panorama, Lionel, vous trouverez le plus beau panorama sur Édimbourg, au terme d'une belle balade. Ça laisse rêveur, ces images. Voilà, on a envie de prendre la voiture après de partir sur Aberdeen. Ce sera une bonne destination aussi. Vous pourrez nous donner. C'est le pays aussi, je parlais de boire un verre dans les pubs, etc. On en parle souvent. C'est la tradition du whisky, évidemment avec modération. C'est vrai, avec modération. C'est bien. Donc bien sûr, qui dit whisky aussi écossais. Alors je ne vous impose pas d'en boire du whisky, mais je vous conseille réellement d'aller visiter quand même une belle distillerie, le Scotch Whisky Experience. Alors le parcours de visite commence avec une balade en fût à whisky. En petit train, vous allez découvrir une distillerie et tout son processus de fabrication de la boisson. Alors vous avez la phase avec la levure qui est juste... très très mignonne. Ensuite, vous avez donc des guides qui vous conteront quelques histoires et qui vous feront découvrir les différents arômes que peut sentir le whisky. Alors, découverte olfactive, et puis après avoir senti les différents whiskies, vous pourrez en déguster un. En gros, c'est le rhum à Cuba et le whisky à Édimbourg. Exactement. Voilà, alors, on peut se rapporter une petite bouteille souvenir de cette escapade. Vous étiez quand, Sylvain Wazerman, en Écosse? Il y a 1 an et demi à peu près. Petit périple qui est passé par Édimbourg. Absolument. Voilà. Absolument. Et le bon plan, c'est ce qu'on vous propose maintenant pour y aller. Le bon plan d'Alsace. Alors, au départ de Baden-Baden, vous avez le vol Ryanair, notamment le vendredi et le lundi, ce qui vous permet de vous faire un super week-end. Également, le vol EasyJet au départ de Bâle-Mulhouse, 2 heures de vol. Prix à peu près? Tu as une fourchette? Toujours pareil, essayez de réserver le plus tôt possible votre vol. On peut se faire des week-ends, le billet d'avion entre 60 et 80 euros l'aller-retour. C'est pas mal, je crois que c'est à peu près ça que j'avais payé. Et bonne astuce pour finir. La bonne astuce, alors cette fois-ci, je ne vous ai pas emmené au soleil et je vais vous dire, prenez un kawaii si vous partez, prenez un parapluie. Parce que ce n'est pas un mythe. Il pleut très souvent, mais ça fait partie du paysage et c'est très, très charmant de découvrir Édimbourg également sous la pluie. Voilà, toutes ces infos, vous les retrouvez à l'adresse qui s'affiche à présent. Et n'hésitez pas à partir, à vous aérer l'esprit pour avoir après des bonnes idées quand on revient sur la France. C'est ce qu'il faudrait proposer à pas mal de gens. On marque une petite pause à suivre nos programmes, à voir à faire avec Célia.
Allez, on vous dit tout à présent sur les programmes d'Alsace 20 et les sorties. Bonjour, bonjour. Et oui, alors avoir à faire, je vous explique quand même en quoi ça consiste. À voir, donc c'est tous les programmes Alsace 20 à ne pas rater sur notre antenne, ce week-end et la semaine prochaine, et quelques idées sorties, bon plan dans la région. Ouais. Et généralement, je demande à Lionel ce qu'il préfère entre le canapé et regarder la télé ou je vais sortir. parler pour Sylvain Wasserman, il arrive de Paris, là, oui. Il va se poser un peu devant les programmes d'Alsace 20 demain. Oui, alors on vous propose un documentaire inédit et à nouveau coproduit par Alsace 20 et par les chaînes du Grand Est, ce week-end avec La Maison. Réalisé par Mali Haroun, ce film raconte le quotidien d'un homme en marge qui se bat pour continuer à vivre dans une maison qui est la sienne et qu'il souhaite conserver à l'état de ruine. C'est le portrait d'une vie et d'un espace en perpétuelle reconstruction, en perpétuel mouvement. C'est l'histoire d'un combat contre la réhabilitation à tout prix, contre la rénovation clinquante et bienséance paresseuse. Un film touchant et engagé qui nous pousse à réfléchir à notre mode de consommation. Regardez plutôt un extrait. La maison a été construite au XVIIe siècle. Sous ses fondations coulait une source, connue pour ses bienfaits et ses vertus. Des voyageurs de la haute société venaient se ressourcer dans ces termes si luxuriants et apaisants. On venait pour se guérir, se reposer et profiter des plaisirs de la vie. Ça, c'est pour samedi. Et le plateau télé dimanche ? Oui, plateau télé dimanche. Et là, on vous propose un super programme à voir ou à revoir. Alors, 2019, année des bonnes résolutions. Alors, je vous propose du métal, Lionel. Vous n'allez pas me dire non. Ah oui, c'est une bonne résolution, ça. Alors, attention, hein, pas du métal de bourrin, mais c'est plutôt du métal harmonieux, oui, monsieur. Capté dans le cadre du festival Opéra Art, qui a eu lieu en avril 2017 à l'Opéra National du Rhin. Vous allez passer 1h15 avec Empyrium. C'est un groupe de folk metal symphonique allemand dont on ne tarit pas d'éloges. Là, vous envoyez quelques images, mais je vous propose plutôt d'écouter un petit peu. Écoutez. On se disait bien qu'il y avait un loup quelque part, ça se réveille là. Ça se réveille un moment. Allez, une petite sortie à présent. Oui, et si on préfère sortir cette semaine, je vous emmène du côté de Sausheim, à l'Eden, l'espace Dolphus Noack. Ah, bah, vous connaissez, c'est une super salle. Alors, c'est situé dans une petite commune, hein, Sausheim, il y a moins de 6000 habitants, d'ailleurs, c'est ma commune. Vous y trouverez des super spectacles et des têtes d'affiche comme Bunaimin, le chinois marrant. Moi, je l'adore, il est super. Il se dit chinois marrant. Okay. Hein. En passant par Enrico Macias, Fabrice Eboué, Bigard, Pascal Obispo, Laura Lone, bref, que des immenses têtes d'affiche. Et donc cette salle n'a rien à envier à celle des très grandes villes. Et ce week-end, moi je vous propose demain soir un spectacle de Ben et Arnaud de Samer. Donc c'est de l'humour. C'est Ben et Arnaud de Samer qui investissent les lieux. Alors en solo, on connaît Arnaud de Samer qui a fait plusieurs fois le Tour de France avec notamment son spectacle Chose promise ou encore Confidence sur pas mal de trucs plus ou moins confidentiels, c'est le titre de son spectacle, et Ben avec Éco-responsable, et ils ont écrit un spectacle donc à 4 mains, un spectacle d'humour qui mêle leurs deux univers, et là on les voit, mais je vous propose plutôt de les écouter. What are the consequences of the brick site for the basic people in the life of all the day? What? Il faut vraiment qu'on parte dans le Grand Est dans quelques instants pour notre magazine. Je voulais surtout remercier Sylvain Wasserman d'être venu sur le plateau. Je vous demande pas où vous serez le 22 janvier, j'imagine. Absolument, à Aix-la-Chapelle pour ce moment historique. Ça sera un moment historique, c'est important. Ce sera un moment historique. Voilà. Ce sera un moment historique. Ce nouveau traité de l'Élysée, vous accompagnerez donc le président Emmanuel Macron et qui rencontrera à cette occasion Angela Merkel. Absolument. Voilà. Merci. Repassez quand vous voulez pour nous donner quelques nouvelles de ce monde qui change tellement. Nous repart dans l'actualité. Une semaine chez nos voisins dans le Grand Est.
Elles sont syriennes, irakiennes ou encore afghanes. Et face au sous-préfet de la Moselle, elles présentent leur parcours dans un français plus que correct. Toutes ont fui leur pays en guerre. Ces femmes sont maintenant en situation régulière. Leur objectif à présent, trouver un travail et s'intégrer pleinement dans la société. Comme Laura, irakienne, arrivée en France en novembre 2015. En Irak, j'ai fait mes études en mathématiques. J'ai travaillé pendant un an donné de cours, mais à cause de la guerre, je suis ici en France. Je suis en train d'apprendre le français pour travailler mon projet. Depuis fin septembre, 15 femmes se retrouvent ainsi 2 à 3 demi-journées par semaine dans les locaux de l'association Retravailler, située à Saint-Julien-les-Messes. L'action est réservée aux femmes primo-arrivantes. Int en bénéficie. En Syrie, elle était pharmacienne. Elle est arrivée en France en novembre 2015. En France, c'est pas facile de travailler comme pharmacienne. Maintenant, je recherche pour un autre travail comme secrétaire médicale. Parce que j'ai travaillé en Jordanie pour 2 ans comme secrétaire médicale. Grâce à cette formation, je sais comment je peux faire enquête métier, comment je peux prendre un stage, comment je peux faire mon CV. Pour la plupart, elles ont travaillé dans leur pays d'origine, mais c'est compliqué pour elles d'obtenir un travail en France parce qu'il leur manque certaines connaissances. Elles n'ont pas forcément les outils, le CV, la lettre de motivation, et puis elles n'ont pas forcément connaissance des métiers qu'elles pourraient exercer en France. Donc notre but, c'est de les aider pour réussir leur intégration. Pour mener cette action, l'association Retravailler perçoit des aides de l'État, tout comme une vingtaine d'autres associations mosellanes qui portent des projets similaires. Un pan de la politique migratoire pour intégrer au mieux les étrangers sur le département. On sait que ce département est un département qui a une forte pression migratoire avec plus de 5000 demandeurs d'asile sur l'année 2018 par exemple. On sait aussi que beaucoup d'entre eux, provenant des pays des Balkans, n'auront pas accès à l'asile justement et donc devront sûrement regagner leur pays d'origine. Mais pour autant, certains ont un statut de protégés ou de réfugiés. Et pour ces personnes-là, l'État accompagne des projets qui vont permettre leur intégration durable et réussie en France. En 2018, 230 000 € ont ainsi été versés aux différentes associations pour venir en aide aux étrangers en situation régulière. Pour 2019, le gouvernement a décidé de doubler cette aide. Zéro non-dit, c'est ainsi que le Big Boss et cofondateur de Quant, premier moteur de recherche européen conçu en France, a débuté ce mardi à la Villa Romaine à Épinal sa présentation des axes de développement qui sont et vont être travaillés ici par ce petit pousset de l'Internet, petit en comparaison avec les 7 géants mondiaux du genre, dont est en premier lieu Google, qui détient rien qu'en Europe 93% de parts de marché et que Quant veut concurrencer. Zéro non-dit, car lors du rachat par Quant à Épinal de Xylopix, qui, on s'en rappelle, développait le moteur de recherche Xafir, tout ne s'est pas passé comme Éric Léandri l'espérait. Ce qu'il y a quand même de très bien, c'est qu'il y a eu cette idée d'essayer de faire un moteur de recherche, cette idée d'essayer de mettre des technologies. Ce qui est dommage, c'est de mentir sur les technologies qui étaient vraiment là. Ça, c'est dommage. Maintenant, les équipes sont là, le bassin est vraiment bien. Les gens ici ont vraiment envie et ça fait vraiment plaisir, donc on ne regrette rien et on va pousser et accélérer pour maintenant créer de l'emploi supplémentaire après avoir laissé partir ceux qui ont fait leur temps. Si Quant a repris Xylopix, c'est malgré tout que le jeu en valait la chandelle et que la prise de risque était en amont conséquente. Ça veut dire qu'à un moment, on a aussi pris des risques pour développer un pôle imaginiérique. D'ailleurs, certains me le reprochent, mais peu importe. L'important, c'est le résultat. Et moi, si Quant se développe, avec aujourd'hui ce que nous avons au totem Lorraine Tech aussi, qui a pu être possible, ce totem, grâce à la présence de Xylopix, il ne faut pas oublier les choses. Aujourd'hui, nous avons maintenant tout un écosystème autour du numérique qui se développe sur Épinal. De Xylopix sur une petite trentaine, reste une quinzaine de salariés à travailler pour Quant, une petite équipe restructurée, plus une quinzaine à venir, dit-on, et un nouveau directeur pour 3 principaux axes de développement. Les axes forts aujourd'hui, c'est Quant Junior qui est développé vraiment à côté. C'est Quant Shopping aujourd'hui qui nous permet de faire de l'argent sur Quant. Épinal fait déjà 15% de notre chiffre d'affaires grâce à Quant Shopping. Et puis ça va être Quant Campus, c'est la formation des entreprises, des TPE, des PME, des grands groupes. Un redémarrage de l'activité sur Épinal vraiment fort pour faire du chiffre.
Et en une année, Quant Enterprise a fait plus de chiffre d'affaires que malheureusement Xylopix en 9 ans, donc on avance. Vous l'utilisez ? Alors je commence à l'utiliser seulement, je dois dire. Voilà, mais aujourd'hui on a basculé toute la mairie, 450 postes, plus la communauté d'agglo, 235 postes en Quant, et puis on aura toutes les écoles sur Quant. Quant à Quant Junior, il fait le bonheur des élèves de la Loge Blanche. L'avantage qui est indéniable pour des enseignants, c'est que les filtres sont faits en amont. C'est-à-dire qu'on n'a pas de crainte ou d'appréhension que les enfants, lors de leur recherche, tombent sur un contenu inapproprié. C'est facile et je trouve tout ce que je veux. Et à la maison, tu utilises quoi ? Google Chrome, mais je vais demander à mes parents qu'on installe Quant Junior. Face à ceux qui ont pour modèle économique la captation massive et l'exploitation des données personnelles, Quant garantit la non-traçabilité de ses utilisateurs, le respect de la vie privée, un moteur de recherche qui enregistre déjà en 28 langues 100 millions de visites par mois. Rien de concret, il reste borné sur sa politique. Et bon, il ne parle pas des retraités, il ne parle pas du SMIC, il ne parle pas de la classe moyenne. Il n'y a aucun signe d'avancement. C'est une lettre qui est arrivée déjà un peu tardivement. Il y a quelque chose qui est assez étonnant, c'est que on a l'impression que c'est d'office et d'emblée lui qui décide des sujets qui devront être évoqués entre nous dans les quartiers généraux, en famille, avec nos voisins, etc. Ce mouvement, on l'a bien vu, il concerne plus uniquement la fiscalité ou le pouvoir d'achat, même si ça reste évidemment un sujet extrêmement important. C'est une vraie crise des institutions et une crise de la représentation ou même de la représentativité. Et donc dans ce cadre-là, les gens, je ne vois pas comment on peut les museler, ou en tout cas les contraindre à se cantonner à tel ou tel sujet. On reste mobilisé parce que les sujets qui sont évoqués aujourd'hui n'aboutissent à aucune solution concrète et pérenne. Construire une aciérie électrique en Lorraine, c'est l'un des grands projets présentés ce matin par la CGT devant son secrétaire national Philippe Martinez. Une proposition synonyme d'emploi mais aussi d'environnement pour la CGT, un projet dans les cartons depuis plusieurs années, mais qui pourrait enfin trouver un écho dans le contexte actuel. On ne produit plus l'acier localement, on le transporte par train, par camion, un matériau aussi lourd que ça, et on nous parle d'environnement. Donc je pense que l'intérêt d'une construction d'une aciérie électrique a un argument éminemment environnemental. La fabrication d'acier électrique émet beaucoup moins de CO2 et ça permettrait effectivement d'utiliser la ferraille, qui est la matière première locale, de l'utiliser sur place. Selon la CGT, le projet d'aciérie électrique permettrait de créer 200 emplois. Reste à convaincre les investisseurs économiques et les élus, car 120 millions d'euros devront être investis pour que ce projet puisse voir le jour. Il faut que les politiques reprennent la main en disant c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais je pense que dans la région, sans aller très très loin, l'histoire de Florange, avec y compris l'annonce de la fermeture définitive des hauts fourneaux, montre que quand le politique n'impose pas sa loi, c'est l'économique, et l'économique il ne sert pas l'intérêt général, il sert l'intérêt particulier. Fermeture des derniers hauts fourneaux, liquidation de l'aciérie de Gandrange, sursis pour Ascométal, la filière sidérurgique va mal. En 10 ans, la région Grand Est a perdu 3 millions de tonnes de capacité de production d'acier et pourtant ces syndicalistes en sont convaincus, l'acier a encore un avenir. On en consomme au quotidien finalement. Les boîtes de conserve en acier, il y en a qui sont en alu mais il y en a en acier, les boîtes de soda. Ils sont en acier, donc on en a tous les jours. La voiture, on l'utilise tous les jours, l'avion, les bateaux. Reste à savoir si cela suffira à convaincre. Il y a 11 ans, une drôle d'idée a germé dans la tête de Thierry. Pour l'épiphanie, créer le pendant salé de la galette, le boudin des rois. Quand j'ai annoncé cette idée à ma femme et mes enfants, ils m'ont pris un peu pour un fou. On est sur le même principe que la galette, oui. Sauf qu'on est dans le boudin et avec le petit cochon. Et tous les ans, on a un petit cochon et j'y tiens. On a du mal à les trouver, les petits cochons, mais on les trouve. C'est-à-dire que quand je me suis rapproché de ce fournisseur de fèves et que je lui ai expliqué le principe, et il m'a pris aussi, lui, pour un illuminé,
Et après, j'ai dit, bah voilà, il faut que ça rentre dans l'entonnoir, il faut pas que ça perce mon boyau, il faut pas qu'il y ait de contours coupants, etc. Donc, d'où la difficulté et de trouver ces fèves qui correspondent à l'utilisation. Côté préparation, la recette reste la même. Son boudin noir maison, récompensé lors de plusieurs concours. Thierry est attaché aux traditions. Tout à l'ancienne, l'épluchage, la cuisson, la fabrication. Alors ça, on n'a rien changé. Les oignons, le gras, le sang. Après, il y a le petit Monsieur Plus. Un assaisonnement qui restera secret, tout comme la position de la fève dans chaque brasse. Elle est partie. Elle est là. Là, je peux la faire glisser, je peux la faire emmener là. Il ne faut pas qu'on la voie à travers de l'enveloppe. Naturel, tout ça, c'est des produits naturels. Hein. Pas d'indice donc pour les curieux, sa place reste aléatoire, une surprise qui amuse les clients fidèles et en attire d'autres. Qui viennent exclusivement au mois de janvier, surtout des familles avec des enfants, parce que souvent les enfants ne mangent pas de boudin tout au long de l'année, suffit qu'il y ait une fève dedans, les enfants mangent du boudin. Comité d'entreprise ou groupe de chasseurs se laisse aussi séduire, un succès qui ne se dément pas. C'est le meilleur boudin noir que je connaisse. Ici, vous avez le vrai, véritable boudin. Oui, j'en prenais même avant que ce soit le boudin des rois. On ne se lasse pas, non, parce que les ventes sont multipliées par 4, voire 5, par rapport à la vente normale. Très sérieusement, je ne pensais pas que ça allait durer 10 ans. Et là, cette année, il y a des boudins qui sont partis sur les pistes de ski, qui sont partis, là j'ai du boudin qui part à La Réunion. Et les gens demandent maintenant. Je suis très content que c'est de cette idée, que ça fonctionne. Thierry cherche encore à concrétiser d'autres pistes de charcuterie revisitées. En attendant, les collectionneurs ont jusqu'au 31 janvier pour tenter de trouver toutes les fèves de la collection 2019.